Alors aujourd'hui, une bande originale idéale pour un road trip ensoleillé à bord d'une vieille décapotable pour parcourir les lignes droites des déserts américains. Un voyage mélancolique, parfois psychédélique, avec The Blind Sons que je reçois aujourd'hui. Je salue Dorota, Romain et Jérémy qui sont avec nous dans les studios. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là. Pour commencer, on va essayer de définir un peu les termes de votre identité musicale que vous définissez comme mélancolique surf, dream pop, shoegazing. Alors c'est quand même une terminologie assez spécifique. Donc je pense qu'il faut, on va vous soumettre un petit exercice de pédagogie pour nous expliquer ce que ça veut dire. C'est vrai qu'on s'amuse bien effectivement à trouver des termes qui font un petit peu rêver. Après, en pratique, oui, c'est assez simple. C'est qu'on aime beaucoup en fait la musique à effet. Donc, on utilise beaucoup de pédales d'effet, beaucoup d'instruments aussi un petit peu atypiques parfois, surtout en studio. Et c'est ça qui fait qu'on donne ces terminologies-là, psychédéliques, dream pop, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu atmosphériques, on va dire, et l'utilisation de la réverbération, des délais. Voilà, on apprécie beaucoup ce genre de travail sonore. Et c'est un peu ce qui définit le genre, quoi. Voilà. C'est très bien dit. Je confirme. Je confirme. Alors quand même, sur les termes shoegazing, par exemple, plus spécifiquement, ça renvoie à quelles influences, quel mouvement, etc. Shoegazing, c'est tout un style scénique avant tout. En fait, ça vient du fait de regarder ses chaussures en jouant, parce que en fait, comme la musique elle est basée énormément par les effets de guitare, etc. Donc forcément, quand on change d'effet avec les pieds, on est obligé de regarder par terre. Donc voilà, shoegaze. D'accord. Et un bon exemple, je pense que c'était Jesus and Mary Chain, qui était effectivement un groupe un peu... On peut le classer dans le shoegaze ou dans un peu la noise pop. Et eux, ils faisaient ça, oui. Mais des fois, c'est aussi parce qu'ils faisaient la gueule plus que regarder les pédales. Mais voilà, il y a plusieurs mythes autour du shoegazing. Donc, regardez ces chaussures, c'est soit toutes les pédales d'effet des guitaristes, soit les groupes un petit peu froids, qui font un peu la tête. Ça me fait aussi un peu penser, peut-être que j'ai complètement tort et vous allez me dire, ça me fait penser aussi au guitariste de Radiohead à une certaine époque, qui était vraiment la tête vers ses pédales avec sa grande mèche devant les yeux. Ouais. On peut aussi rapprocher ce... Ouais, exactement, ouais. Bon, très bien, j'ai pas faux alors. Très bien. Alors parmi vos influences, vous citez à l'instant Jesus and Mary Chain, vous citez aussi Dick Dale, qu'on connaît notamment pour la version surf du titre Missirlou, qui est devenu le thème musical de Pulp Fiction, ou autre référence de The Blind Sons, Medzi Star, des références assez hétéroclites que vous mariez savamment. Est-ce que vous êtes néanmoins dans la continuité de ces artistes, ou bien il y a une part chez vous d'expérimentation ? En fait, on est parti pas mal sur la musique surf au départ. Enfin, le premier album, il a pas mal de sonorités guitaristiques, je dirais, qui sont influencées par Dick Dale, justement. C'est plus Romain qui a fait tout ça, voilà, dans son coin. Et là, effectivement, on expérimente de plus en plus. On se dirige un petit peu plus, cette fois-ci, dans le psyché. Et shoegazing pour le côté un petit peu réverbéré de plus en plus... Voilà, je pense que le prochain album, il va plus sonner dream pop que surf, en fait. Ok, alors votre musique oscille entre mélancolie, sans tomber dans la tristesse ou le pathos, des plages plus sautillantes, énergiques, d'autres plus atmosphériques, on vient de le dire. Le tout reste cohérent. Qu'est-ce que ça dit de votre univers et de votre imaginaire en termes de références littéraires, ciné, ce genre de choses ? Moi, je suis très, très fan de films de Tarantino. Et c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois qu'en concert, en fait, les gens retrouvent cette ambiance, cet esprit Tarantino, quoi. Voilà. Autrement... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut faire. Et puis, dans ce qu'on lit, c'est qu'on n'est pas forcément, même si on écoute un petit peu de musique de niche, on n'a pas envie de faire forcément quelque chose de totalement underground. Mais en même temps, ça nous arrive de lire des bouquins un peu barrés ou de regarder des... Et Tarantino, il le fait bien, justement, ce truc-là, effectivement, c'est des films qui sont des blockbusters, presque, sans avoir le côté mauvais de la grosse prod. Et c'est ce qu'on recherche dans la musique. On cherche des choses qui peuvent toucher beaucoup de monde, sans tomber dans de la facilité un peu trop commerciale, ou dans des clichés, effectivement, d'avoir une posture d'un style de musique. On en mélange plusieurs, mais on tombe pas dans de la musique de niche, effectivement. Et justement,
Justement, par rapport à vos intentions avec ce que vous voulez faire de la musique, faire de la musique, a fortiori en écouter, c'est aussi s'élever au-dessus du quotidien. Pour vous, il y a quelque chose de la transcendance ou c'est beaucoup plus prosaïque que ça, en fin de compte? Ça dépend des jours. De faire de la musique. Ouais, de faire de la musique, d'en écouter. Pour vous, la musique, c'est quelque chose de presque spirituel. C'est un grand débat, je dirais, en fait. C'est un grand sujet. On a encore eu en venant, en fait, on en parle assez régulièrement oui, de tout ça. à fait. Donc oui, il y a forcément le côté rêveur on fait la musique à la base parce qu'on a envie justement, cette espèce d'exutoire. Ouais. J'ai cherché le mot, excuse-moi. Et après, la réalité fait que, voilà, on tombe parfois dans des façons de faire qui nous plaisent pas beaucoup et qui nous frustrent beaucoup. Enfin, le côté business, par exemple. Et voilà, on est souvent confronté un petit peu aux deux polarités. C'est exactement ça. Ça part d'une idée très utopique de faire de l'art, entre guillemets. Et puis après, voilà, il y a aussi la réalité du showbiz, comme tu dis, où du coup, il faut aussi faire quelques concessions, mais pas trop. Donc c'est un peu ça le principe. C'est de temps en temps un petit peu terre à terre, mais on essaye de garder quand même une certaine flamme qu'on avait au début. C'est très fragile, cette flamme. On essaye de la garder quand même. Ah oui. Très bien. Je demande ça parce qu'il y a aussi, à côté de l'aspect spirituel, comme on vient de parler, d'être fidèle à la philosophie pour laquelle on fait de la musique. Il y a aussi une forme de goût pour vous du divertissement. Je dis ça parce que vous êtes assez proche d'un certain Jim Rose, qui est une figure du cirque américain, du freak show, de l'entertainment, en fait, on pourrait dire. Et donc, il y a ces deux polarités, j'ai l'impression, et c'est ce que vous venez de confirmer, qui coexistent chez vous, entre effectivement spiritualité et puis divertissement. Oui, j'ai rien à ajouter exactement. Voilà. C'est ça, c'est Jim. Peut-être le présenter un petit peu parce que c'est un personnage. Oui. C'est vrai qu'il est pas très connu en France, alors qu'aux États-Unis c'est assez dingue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est installé là en France avec sa femme, c'est que du coup il était un peu malade. Il était trop sollicité aux États-Unis, il avait envie de se mettre un peu au vert en France. Et comme ici on le connaît pas trop, voilà. Et effectivement, faut préciser aux gens. Donc c'est une figure, effectivement, tu parlais du freak show. Donc c'est un peu les side shows, c'est des spectacles classés comme cirque, mais un peu barrés. Donc ils font des choses un peu. En fait, il a beaucoup tourné de temps en temps avec des artistes. Et effectivement, il a après son espèce de freak show, il le vendait aussi pendant les festivals de musique. Donc il a joué à Lollapalooza, il a tourné avec Nine Inch Nails, donc il faisait sa première partie. C'est un peu lui qui a créé le personnage de Marilyn Manson aussi. Ça, les gens le savent pas trop, mais il a rencontré Marilyn Manson, il s'appelait pas comme ça, il avait un groupe quelconque, il avait pas du tout le look, et c'est un peu lui qui lui a dit non, faut que tu ailles plus loin dans ton truc, dans ton personnage pour que ça marche. Et effectivement, dans ce côté entertainment où voilà, il faut des choses qui choquent pour que ça marque un peu les gens. Donc il est vraiment là-dedans, Jim, mais en même temps, voilà, il tombe pas dans un truc ultra commercial juste pour vendre, il est quand même un peu dingue sur les bords. Et donc oui, il y a ce parallèle-là qu'on fait aussi. Vous n'êtes pas dans cette forme de radicalité, vous, hein, vous êtes pas celle-ci, non. Je pense, en fait, à tel point. Effectivement, Jim nous a donné pas mal de conseils comment vendre notre musique, comment faire un buzz. Et c'est vrai que c'est très intéressant, mais il faut avoir beaucoup de culot quand même. Je pense que la différence, c'est qu'on a encore trop une âme de français. On n'est pas suffisamment américain. Ouais, c'est la question de mentalité aussi pas mal, c'est vrai. Ah oui, ça joue énormément. Ouais. Peut-être qu'on le deviendra. On n'aura pas le choix. Alors j'ai lu qu'au départ, à la suite de votre autre projet qui s'appelait Scarlett, alors je sais pas, je crois que maintenant qu'il est en stand-by, vous aviez pensé The Blind Sun comme un projet studio d'abord, et que le live s'est imposé ensuite par la suite tout seul. Comment ça s'est fait et pour quelles raisons finalement le projet s'est imposé sur scène? C'est vraiment très très simple. Hein. C'est effectivement, on avait Scarlett qui tournait beaucoup sur scène. Mais on a notre propre studio d'enregistrement, donc on enregistrait beaucoup de titres. Et voilà, on a eu une dizaine de titres, donc il y a 3 ans, l'été 2014, qui étaient donc beaucoup plus pop, avec justement l'utilisation de ces reverbs, ces delays. Et du coup, on s'est dit, voilà, il faut sortir ces morceaux, mais sous un autre nom, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé The Blind Suns, et on a mis un nom d'album qui s'appelle Baltic Waves. Et voilà, on était déjà occupés, donc c'était un projet studio, comme tu l'as dit. Et on a eu des bonnes chroniques de la presse, tout simplement. Donc les Inrocks ont chroniqué, Magic.
Et puis la salle de musique actuelle d'Angers qui s'appelle le Shabada nous a aussi félicité pour ces morceaux et nous a donc invité à essayer de pousser un peu ce projet-là, ce qu'ils y croyaient. Et à partir de là, on s'est dit bon bah montons un projet live et essayons d'aller un peu plus loin. C'est là qu'on a recruté Jérémy. C'est la première fois que j'ai pris la gratte dans ma main sur scène pour de vrai. Parce que dans Scarlett, je faisais un petit peu de guitare mais à une corde. Et puis voilà, je me tape des barrets. Bon bah c'est chouette. Ouais, c'est ça, formation accélérée. Oui. Comme quoi c'est important aussi le retour des professionnels. Comme tu disais, à la fois au Shabada et la presse, ça peut être aussi dans la jeunesse d'un groupe, ça peut être fondamental. Ouais, tout à fait. Ce que pour le coup, on a sorti d'abord un album avant de. Et après on a monté un groupe. C'est un peu atypique, mais bon. Parlons-en une minute. Donc, votre discographie, vous êtes passé pas mal en studio. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un studio à vous, donc c'est plutôt avantageux. Baltic Waves en septembre 2014, donc le premier album. Fire in the Sky en 2015, ça c'était un EP. C'est ça, double single, oui. Double single, d'accord. Et en 45 tours. En vinyle en plus. Vinyle. Classe. Et I Can See You, donc en avril 2016, ça c'était aussi un EP. C'est ça. Oui. Et là, c'était enregistré, mixé et produit pas par vous, en fait. Vous êtes allé ailleurs pour le. Oui, en collaboration avec Clive Martin, un producteur anglais qui a travaillé notamment avec The Cure, Nick Cave, Queen aussi à ses débuts. Et voilà, on a eu l'idée c'était effectivement de collaborer parce qu'il nous avait vu en concert et qu'il avait vachement accroché. Il nous a offert en fait carrément la production. Donc on ne pouvait pas refuser ça. Après, ça a quand même été aussi beaucoup de collaboration, parce que comme on a une idée un peu précise justement de l'utilisation des effets et puis de notre son, mais qu'il avait comprise, mais du coup on a quand même travaillé en collaboration sur, on pourrait dire que c'était quasiment coproduit en fait. Voilà. Mais du coup c'était hyper enrichissant, une oreille extérieure, non c'était vraiment super. Parfait, écoutez, ça nous donne envie de vous écouter. Je vous propose de passer derrière vos instruments, si vous voulez bien. Ouais. Ça passe vite. C'est parti. Bah oui.